Le CACES est-il vraiment obligatoire? Un salarié peut-il conduire un engin simplement parce qu'il a de l'expérience? Et surtout, quelles sont les obligations réelles des entreprises pour former en sécurité? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Formaestro Podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel en entreprise, la réglementation autour de la conduite d'engin et de la sécurité des salariés. Autorisation de conduite, CACES, formation à la conduite en sécurité, obligation de l'employeur et bonnes pratiques. On va essayer de rendre tout ça simple et concret. Et pour en parler, je suis avec Virginie, formatrice experte en prévention des risques. Bonjour Virginie et bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour Stéphane, merci. Merci de m'accueillir. Je t'en prie, je t'en prie. Alors, on va commencer simplement par le début. Qu'est-ce qu'une autorisation de conduite? Alors, une autorisation de conduite, c'est un document. Hein, c'est simple, c'est un document officiel, hein, c'est un feu vert quelque part de l'employeur que on donne à un salarié pour s'assurer que le travailleur utilise l'équipement en sécurité. Donc c'est pas un diplôme, c'est pas, juste un papier administratif en plus, c'est bien une décision de l'employeur, un document officiel qui engage la responsabilité de l'employeur. D'accord, donc là, il est remis après une formation ou pas nécessairement? Alors oui, évidemment, il y a des impératifs, pour, délivrer cette autorisation de conduite, notamment la formation du travailleur puisque ça engage la responsabilité de l'employeur. C'est-à-dire que l'employeur qui va autoriser un travailleur à faire quelque chose de dangereux, doit s'assurer qu'il est capable de le faire et pour s'assurer qu'il est capable de le faire, le meilleur moyen, c'est encore, la formation au-delà de l'obligation de formation. Et quand ils reçoivent, cette autorisation de conduite, les salariés, ils doivent la garder sur eux tout le temps, dans leur bureau, dans leur petite, poche? Comment ça se passe? Alors oui, l'idéal, c'est d'avoir son autorisation de conduite sur soi, c'est de pouvoir la présenter, autant que nécessaire. Maintenant, un cariste va pas garder, son autorisation de conduite dans son bureau puisque par définition, il est dans son chariot et pas dans son bureau. L'idéal, c'est de l'avoir près de soi, de savoir comment la sortir. Aujourd'hui, beaucoup de ces documents sont dématérialisés, donc c'est assez facile, de pouvoir sortir son téléphone ou une tablette de travail et de sortir le document. Depuis une version dématérialisée, c'est tellement plus simple. D'accord. Est-ce qu'il faut que la RH, par exemple, c'est souvent les RH qui transmettent ce document d'autorisation de conduite, fasse émarger le salarié pour avoir une sécurité, réglementaire en disant: «Voilà, j'ai transmis ce document, d'autorisation de conduite à mon salarié, je suis protégé». Est-ce qu'il faut qu'il y ait un émargement? Alors, il faut pas faire d'amalgame entre, «Je suis protégé», attention, et «J'ai bien reçu le document». Faire signer le document, c'est effectivement s'assurer, que les 2 parties sont, d'accord avec, ce document. C'est un peu comme, une version contractuelle d'une autorisation de travail. Maintenant, ça ne déresponsabilise pas et ça ne protège pas. C'est pas un EP. Sur ce document d'autorisation de conduite, quelles informations sont obligatoires? Je pense à l'engin. Quel type d'engin ils utilisent? Donc il faut noter l'engin, le modèle, et cetera. Quelles sont les informations obligatoires sur, un modèle d'autorisation de conduite, qu'on peut transmettre? Alors, obligatoire, je dirais plutôt même, importante. Les informations qu'on va retrouver sur une autorisation de conduite, c'est bien évidemment, les informations concernant l'employeur puisque, hem, c'est un document qui est interne. L'employeur engage sa responsabilité, il va donc mettre ces informations qui lui sont propres, et puis les informations relatives aux travailleurs, c'est-à-dire à qui est délivré ce document, puisque c'est un document qui est nominatif, qui n'appartient qu'à une seule personne. On ne fait pas un document, une autorisation de conduite pour un groupe de personnes. Et puis, ensuite, on va y mettre toutes les informations, les plus pertinentes et surtout les plus précises possibles. Donc effectivement, comme tu le disais, le type de l'engin, ça ses informations, ses caractéristiques, qui permettront et surtout aux travailleurs de ne pas confondre, de ne pas dire, «Bah, j'ai pris le mauvais engin, je pensais que c'était celui-là». Donc plus on aura d'informations relatives à l'engin et plus, ça permettra de ne pas se tromper et d'être sûr qu'on est autorisé à utiliser cet engin-là. Et puis, les informations relatives au lieu, c'est-à-dire où est-ce que le travailleur est autorisé à utiliser cet engin? Quels sont les
qu'il est autorisé à faire, ça permet de bien cadrer tout le contexte, de l'intervention avec un engin. Et puis évidemment, les signatures, hein, des personnes concernées. Il y a une durée de validité sur l'autorisation de conduite ou Alors, la durée de validité, je dirais qu'elle est propre, finalement à un employeur. Un employeur doit réévaluer ses risques de manière régulière. C'est plus une obligation relative simplement à l'autorisation de conduite, mais c'est bien plus large, que le simple risque lié aux engins dans une entreprise. Donc à chaque réévaluation des risques, c'est s'assurer que toutes les informations qui sont contenues dans le document sont toujours les bonnes, sont toujours effectives, et de reconduire le document si effectivement l'employeur considère que le travailleur est toujours, autorisé, hein, puisque c'est une autorisation de conduite, qu'il est toujours autorisé à réaliser les tâches qui lui sont confiées. d'accord. Et pourquoi elle est importante, cette autorisation de conduite? Pourquoi? Pourquoi c'est essentiel de l'avoir, pour ou de la transmettre ou de pouvoir la garder comme preuve éventuellement? Alors, elle est importante parce que déjà, elle est, obligatoire la plupart du temps, parce qu'elle engage directement la responsabilité de l'employeur, et sans autorisation, finalement, on a un salarié qui est aux commandes, mais personne qui sera officiellement responsable du cadre. Donc c'est un peu comme prêter une voiture sans vérifier le permis, sauf qu'avec un engin, les conséquences peuvent être très, très lourdes aussi, notamment pour les travailleurs et pour l'employeur. J'imagine bien. Heu, du coup, ça concerne tous les engins? Est-ce que tu peux me dire quels engins sont concernés par l'autorisation de conduite, par la conduite, des équipements, des engins en entreprise? Alors, là-dessus, quels équipements sont concernés? Eh bien, tout type d'équipement qui, présentera un risque, hein, puisque c'est ce que dit le code du travail. C'est dès lors qu'il y a un risque à l'utilisation d'un engin. Donc il s'agit d'équipements de travail mobile automoteur, équipements de travail qui servent au levage, parce qu'on a des risques particuliers, notamment en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet. Donc engin de levage, engin de manutention, hein, chariot élévateur, nacelle, grue, engin de chantier, et cetera. Dès qu'il y a du poids, de la hauteur, du mouvement, eh bien, on est dans une zone où improviser est une très, très mauvaise idée. Il y a une obligation justement de l'entreprise à, avoir une autorisation de conduite ou est-ce que c'est obligatoire? Alors sur certains équipements, oui effectivement, c'est obligatoire dès lors que l'engin présente, des risques particuliers. D'accord. Il y a une réglementation du code de travail qui s'applique, Oui, absolument. d'accord, d'accord. Quelle est la différence? J'avais une question, ouais, c'était important parce que souvent on fait l'amalgame entre le CACES et la formation autorisation de conduite. Parce que qui dit autorisation de conduite dit généralement formation. Quelle est la différence entre le CACES et une formation de conduite en sécurité ou formation autorisation de conduite? Parce qu'il y a différentes, dénominations. Alors oui, effectivement, c'est pas la même chose. D'ailleurs, ça s'appelle pas pareil, hein, c'est aussi simple que ça. Donc la formation, à la délivrance d'une autorisation de conduite, c'est-à-dire la formation préalable, pour, savoir utiliser quelque chose de dangereux en toute sécurité, c'est quelque chose qui est formalisé dans le code du travail. À partir du moment effectivement où ça représente un danger, hein, donc ces fameux équipements de travail mobile automoteur et les équipements de travail qui servent au levage, eh bien le code du travail nous précise que c'est réservé aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. Donc la formation, il n'y a pas de secret, elle est obligatoire. Le CACES, lui, n'est pas une formation à proprement parler. Le CACES, c'est une certification de compétences, c'est un test, hein, c'est un dispositif de test qui est réalisé par un testeur certifié et qui nécessite, en tant que prérequis, une formation appropriée pour pouvoir passer ce test. Donc la formation fait partie du processus, mais le CACES à proprement parler, n'est pas obligatoire. C'est bien la formation, elle, qui est rendue obligatoire par le code du travail. C'est souvent marrant de voir la différence qu'il peut y avoir, avec les pouvoirs publics. Parce que souvent dans les appels d'offres, les pouvoirs publics demandent obligatoirement d'avoir un CACES dans le cadre d'appels d'offres. Alors c'est une preuve, hein. Le CACES est une preuve et c'est reconnu, hein, par le ministère du Travail d'ailleurs, hein, qui, reconnaît le CACES comme étant un bon moyen, de satisfaire aux exigences, notamment de formation et d'évaluation, puisque c'est un test qui est une évaluation. Donc ça permet effectivement, via un testeur certifié, de s'assurer des compétences d'un travailleur et comme la formation est un prérequis, eh bien c'est un bon moyen. Alors c'est pas toujours
le bon moyen ou le meilleur moyen, hein, puisqu'il faut évidemment s'assurer, et bien que tout le cadre, correspond. Mais en tout cas, ça peut être un bon moyen pour satisfaire aux exigences du code du travail. OK. Qui c'est qui délivre cette autorisation de conduite au sein de l'entreprise et sur quels critères? Alors l'employeur, c'est l'employeur puisque ça engage sa responsabilité. C'est, une façon de dire, «Je reconnais toi travailleur, je te reconnais capable de faire quelque chose de dangereux en toute sécurité», hein, donc c'est bien l'employeur qui engage sa responsabilité sur un document écrit. Donc, c'est quelque chose qui est interne et qui est délivré par l'employeur. Quoi. OK, OK, donc c'est souvent les RH j'imagine ou le responsable de la sécurité, HSE qui délivre ce document en fait, quoi. Alors qu'il va plutôt le formaliser par écrit. Ça reste toujours la responsabilité de l'employeur et la décision finale de l'employeur. Effectivement, après, qui rédige le document, là, c'est à l'appréciation de l'employeur. Je comprends. Une autre question, comment se déroule concrètement une formation en autorisation de conduite ou formation en conduite en sécurité? Alors, ça se déroule bien. Ça se déroule bien j'imagine? Théorie, pratique, comment tu organises tout ça? Alors oui, on a une partie théorique, qui est cadrée, hein, qui reprend les exigences réglementaires, qui reprend les terminologies, les caractéristiques également, des engins, des travaux à réaliser et cetera. Ça permet d'apprendre d'abord sur le papier, comme on fait, une formation théorique et puis ça s'accompagne derrière d'une formation pratique sur les équipements de travail, de l'employeur qui permet, bien, de mettre en application ce qu'on a appris en théorie et puis de pouvoir s'entraîner à travailler en sécurité pour justement derrière se voir éventuellement, délivrer une autorisation de conduite si l'évaluation est favorable. D'accord. Je comprends ce que par exemple, quand on fait des formations d'autorisation de conduite sur, par exemple, du gerbeur ou du chariot, en fonction de la catégorie du gerbeur, la durée de pratique va être moins importante ou des fois plus importante. Et pareil pour le chariot, il va y avoir une obligation de former, plus longuement et du coup, bah, ça fait des groupes qui sont plus petits si toutefois, bah, il y a plus de pratiques à réaliser et pour, pouvoir coller un petit peu au cadre, du CACES et que le formé, le stagiaire soit formé correctement et qu'il puisse sortir d'une formation à l'aise. Oui, absolument, mais comme toute, formation, finalement, ça dépend de l'analyse du besoin. Combien est-ce qu'on a d'engins? Combien est-ce qu'on a de travailleurs? Est-ce qu'ils ont déjà été formés ou est-ce que c'est, la première fois, hein? On a parfois des gens qui n'ont jamais fait ça, puis parfois des gens qui ont fait ça, où c'est leur, 15e, 20e formation, qui ils maîtrisent plutôt bien, les tenants et les aboutissants de la formation. Mais tout ça est propre à l'analyse du besoin, finalement. Ouais, tout à fait, tout à fait. Alors j'imagine que les salariés doivent être équipés, d'équipements de protection individuelle. Est-ce qu'il y a d'autres éléments, quels sont les équipements de protection individuelle donc qu'ils doivent, posséder? Alors les EPI, que les travailleurs doivent avoir, on retrouve, hein, la panoplie habituelle, mais il faut savoir que les EPI sont ceux qui doivent être adaptés aux risques. Alors on va avoir 2 types d'EPI qui peuvent être imposés, en formation ou en conduite, hein. Ça va être ceux qui viennent parer à un risque, donc notamment je pense à la chaussure de sécurité pour le risque d'écrasement, même si bien évidemment on reste sur le «il vaut mieux pas se faire écraser les pieds, que de se les faire écraser avec une chaussure de sécurité». Donc on a ceux qui sont là, pour le risque et puis on a ceux qui sont imposés par l'employeur pour parfois d'autres risques ou parce qu'il l'a décidé ainsi puisque les EPI restent eux aussi, de la responsabilité de l'employeur. Donc si on intervient dans un entrepôt où le bruit, est important, a priori, la les protections auditives, semblent ne pas être nécessaires, notamment sur un chariot, par exemple, qui serait peu bruyant, mais ça peut être imposé en complément par l'employeur. D'accord. Il y a d'autres critères, il y a d'autres prérequis pardon, notamment la VGP, si tu peux expliquer ce qu'est une VGP aussi? Alors, j'ai tendance à dire que, la VGP, c'est lorsque Virginie est grandement parfaite. Néanmoins, la VGP, elle est cadrée, hein, c'est pas uniquement ça. C'est la vérification générale périodique, d'un équipement de travail, donc qui parfois, va être rendu obligatoire, pas sur tout type d'engin et pas avec les mêmes périodicités puisque ça dépend de chaque type d'engin,
de son objet aussi à chaque fois. Mais avant tout, je dirais que en matière de prérequis sur les formations, eh bien, ça dépendra du cadre. Si on intervient en formation CACES, par exemple, c'est-à-dire en formation préalable avant un test CACES, en vue notamment, de faire réaliser un test par un testeur certifié, alors là, il y aura les prérequis relatifs à la certification et notamment les VGP qui sont exigés par, cette même certification. En formation, préalable à l'autorisation de conduite, en formation conduite en sécurité, eh bien, on va avoir, des prérequis également. Évidemment, l'aptitude médicale du travailleur, la capacité à conduire l'engin, également, à en tout cas savoir, ce qu'est l'engin, mais surtout au-delà de la VGP, je dirais que c'est l'état général du matériel. Le formateur fait d'ailleurs un point sur l'état du matériel avant de les utiliser, où on vérifie, au-delà de la VGP, l'état général du matériel. Je demande aussi à mes clients, le manuel d'utilisation ainsi que la déclaration CE de l'engin. Est-ce que c'est des choses qui sont obligatoires également, enfin qui sont importantes aussi en formation, j'imagine, et pour les salariés également quand ils ont besoin de savoir s'il faut, ben, quel est le poids qu'ils peuvent, porter avec leur engin, c'est quand même assez important. Oui, bien sûr, ce sont des documents qui sont essentiels. La notice notamment puisque chaque engin est différent. Il suffit de changer de modèle, hein. Parfois, c'est la même marque qu'un engin qu'on connaît bien, la même marque, le même type et puis, bah, c'est juste quelque chose de plus récent et ça fonctionne pas tout à fait de la même manière donc évidemment la notice, elle est essentielle. Elle est surtout là pour savoir comment bien utiliser le matériel, quelles sont les obligations et les interdictions relatives au constructeur. Et ça, ce sont des informations qui sont essentielles. Les mesures de sécurité, la manière d'entretenir, le matériel également, ce que l'on demande au conducteur de faire. Tout ça est bel et bien inscrit, dans la notice et effectivement, ce sont des documents qui sont essentiels, à la fois pour l'utilisation régulière de l'engin, mais également pédagogiquement puisque c'est abordé en formation. Puis ça nous permet de pouvoir montrer concrètement les documents qui sont relatifs à leur propre engin. On les forme sur leur engin, on leur montre les documents de leur engin. Très bien, très bien. Et qu'est-ce que les stagiaires apprennent vraiment en formation? Qu'est-ce qu'ils apprennent? Plein de choses, Plein de choses, heu j'imagine. plein de choses et notamment à savoir utiliser l'engin en sécurité. C'est vraiment ça, on n'est absolument pas là pour leur apprendre à conduire une voiturette, c'est absolument pas l'objet. C'est surtout comment bien l'utiliser en toute sécurité et c'est aussi là, toute l'utilité de la notice d'utilisation puisqu'on va avoir des obligations et des interdictions qui nous seront mentionnées dans cette notice et ça fait partie des choses qui sont essentielles pour l'utiliser en sécurité. Donc là, l'idée, c'est vraiment de les faire travailler, les faire réfléchir, sur ce qui peut être accidentogène, ce qui peut être dangereux, ce qui est réalisable, ce qui ne l'est pas et surtout pourquoi. Hein, tu parlais tout à l'heure, du poids par exemple qu'un engin peut être capable de porter. Eh bien, ça fait partie intégrante, des informations puisque au-delà, ça peut être accidentogène, ça peut même être quelque chose de dangereux pour l'engin. Justement, quelles sont les erreurs que tu vois le plus souvent, chez les employeurs et les conducteurs? Est-ce que tu as un petit, scope d'erreurs que tu as pu constater, toi? Je dirais pas forcément des erreurs. Moi, je dirais plutôt du côté des employeurs, souvent on a tendance à penser que, la prévention d'une manière générale, c'est une montagne qui est bien trop grosse à gravir, parce que c'est, une montagne administrative, sans fin. Hein, donc c'est vrai que là, on parlait encore d'un document, à délivrer à chaque travailleur, hein. C'est vrai que force est de constater que ça fait toujours, des choses supplémentaires à faire et on a toujours l'impression que c'est quelque chose qui est très difficile à mettre en œuvre. Donc les employeurs souvent, c'est l'impression d'avoir une obligation supplémentaire à chaque fois qui vient se greffer, alors qu'en réalité c'est une vraie responsabilité. C'est vraiment une façon de montrer sa confiance à un travailleur. Mais côté conducteur, je dirais que, ce qui peut être, problématique quelque part, ce serait, la routine. Et puis, trop de confiance peut-être, hein. Parfois, le fait de répéter toujours la même chose, on a l'impression finalement qu'on est habitué à le faire. C'est un petit peu comme conduire finalement, on dit toujours que les trajets que l'on réalise en véhicule, bah, c'est ceux qu'on fait toujours, de la même manière, aux mêmes heures, avec les mêmes chemins empruntés qui sont les plus accidentogènes. Donc je dirais que la routine peut, être un élément qui pourrait devenir dangereux, à terme.
D'accord, OK. Alors justement, pourquoi le terrain et les consignes de site sont si importants, en fait? Dans quel sens? Dans le sens, est-ce que attends, j'arrêterai là parce que genre la question, je la maîtrise pas. C'est pourquoi le terrain et les consignes de site sont-ils si importants? C'était une question que j'avais, sur le podcast. Je couperai cette partie-là, Virginie. Oui, parce que je suis en train de me dire que même moi, j'ai du mal à la comprendre, en fait, là. OK, bah, je la dégage. On va passer directement à quelles sont les idées reçues les plus fréquentes? On fait ça? Allez. Une autre question, c'est quelles sont les idées reçues les plus, fréquentes, Virginie? Les idées reçues les plus fréquentes. Je dirais, bah, je suis formée, j'ai le CACES, je suis tranquille. Ça, c'est effectivement, quelque chose d'assez fréquent, c'est bon, je l'ai eu et j'ai plus besoin de me poser de questions. Non, hein, en réalité, je le rappelle, conduire un engin, c'est quelque chose de dangereux, et donc fatalement, on peut pas se dire: «C'est bon, j'ai mon petit papier dans la poche, je suis tranquille». Non, hein, c'est tous les jours et on le répète d'ailleurs en formation, hein. Tous les jours, on vérifie un environnement, ça change, des collègues de travail, ça change, des conditions de travail, ça change tout le temps, donc c'est se remettre en question tout le temps. Et puis une autre idée reçue, je dirais, cette fameuse routine, ça fait longtemps que je fais ça, je suis habituée. Mmh. Même problématique finalement. Si on se remet pas en question, si on ne se pose pas les bonnes questions avant de travailler, un élément perturbateur, ce qu'on appelle le fameux parfois grain de sable dans le rouage, et ben, peut devenir quelque chose de dommageable. OK. Non, je vois que tu as des bons conseils. Est-ce que tu en as d'autres, à donner à une entreprise qui souhaiterait, bah, mieux sécuriser, ses pratiques en matière de sécurité et de conduite d'engin? Oui, et je vais me limiter. C'est des conseils, j'en ai toujours, plein. Je dirais ne pas se limiter au minimum réglementaire. On a vu qu'il y a des exigences. L'obligation de former, et l'obligation de délivrer, parfois, ces fameux documents réglementaires, mais c'est d'aller au-delà, de se poser la question toujours, de se dire: «Est-ce que la formation, elle peut pas être, finalement refaite, réadaptée? On a changé nos façons de travailler, on a changé nos pratiques. Est-ce qu'il serait pas nécessaire, de revoir?» L'idée, c'est pas de former ou de surformer, c'est de savoir se remettre en question. C'est-à-dire, est-ce qu'un élément peut devenir quelque chose de dangereux et donc avoir une espèce de culture sécurité qui s'ancre, hein, d'une certaine manière. Un autre conseil, ce serait de vérifier les compétences réelles, et d'adapter les formations au terrain. Hein, vraiment de dire, concrètement: «Bah, voilà ce que j'ai, voilà ce dont j'ai besoin, voilà les travailleurs qui sont concernés et voilà ce que je vais leur demander concrètement». Nous, on est vraiment là pour ça en tant que formateurs, on est là pour s'adapter. On a des formations qui sont standardisées sur le papier, mais qui ne le sont jamais dans la vraie vie. Plus on arrivera à s'adapter aux besoins des entreprises, plus la formation pourra être efficace dans la durée. Tu as raison. Moi, souvent, je pousse un petit peu, les entreprises à faire des formations, de conduite en sécurité, des formations en autorisation de conduite parce que, bah, on est au plus proche de la réalité. En fait, c'est leurs engins, leurs entrepôts, leurs conditions de travail et c'est quand même un peu mieux pour moi, de pouvoir leur proposer quelque chose du sur mesure, en fait, quelque chose qui soit adapté et qui couvre les risques qu'ils ont tous les jours. C'est ça. Il y a les risques et puis il y a les particularités qui sont propres. Depuis, le début de ce qu'on se raconte ensemble, on parle d'engin. Alors, engin, c'est large. C'est vrai qu'on n'est pas venu sur le sujet plus que ça. On a évoqué rapidement les chariots, les engins de chantier, les nacelles, mais parmi ces grandes familles, on a aussi des sous-catégories. Tu parlais par exemple de gerbeurs, on a les chariots à conducteurs portés, on a les chariots à conducteurs accompagnants et puis on a tous les équipements. Chaque chariot va avoir, si je prends évidemment que l'exemple du chariot, chaque chariot va avoir ses capacités propres, mais également ses équipements qui lui sont propres. On va absolument pas travailler de la même manière selon que l'équipement est selon que l'engin pardon est équipé, de fourches ou selon que l'engin est équipé d'un grappin, d'une pince, d'un éperon et cetera. Donc il y a tout ça en fait, hein, tout ça change à chaque fois l'engin, ses caractéristiques, ses capacités,
ces équipements et ce qu'on en fait concrètement, sur le terrain. Et puis évidemment, on travaille pas de la même manière selon que l'on déplace quelque chose d'un point A à un point B ou alors que cette chose, on l'emmène à 6 mètres, 12 mètres, 20 mètres de haut. Évidemment, c'est absolument pas les mêmes façons de travailler. Plus on sera précis sur le besoin, et plus la formation aura des chances d'être efficace et plus on essaiera d'assurer la sécurité de chacun. Est-ce que c'est ton message pour conclure ou est-ce que tu as d'autres éléments? Ouais, on est pas mal, là. On est pas mal. On est pas mal. Bon, bah, en tout cas, merci, d'avoir écouté ce nouvel épisode. Je rappelle que Formaestro Podcast, c'est le podcast de Formaestro qui est un organisme de formation, spécialisé dans la prévention des risques. Donc si vous voulez travailler avec Virginie, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez les coordonnées, à la fin du podcast ou sur la chaîne YouTube et je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne journée. Merci Virginie une nouvelle fois. Avec plaisir.